Au printemps 2020, en cas de maladie, le gouvernement, avec le levier des médias subventionnés, répandait un harcèlement psychologique pour rester chez soi avec un Doliprane. Comment et pourquoi les médecins ont laissé faire? La raison pour laquelle les médecins ne se sont pas révoltés, moi j'étais en Belgique quand Macron a fait son discours. À la fin du discours, je me suis levé de ma chaise et j'ai dit mais il est complètement fou. Et c'est pas parce que je n'aime pas Macron, j'avais aucun préjugé vis-à-vis de ça, mais simplement 45 ans d'expérience, ce qu'il proposait, c'était de la folie. Et moi j'étais convaincu que les médecins allaient se révolter dans les jours qui suivaient. Et que les conseils de l'ordre allaient se révolter dans les jours qui suivaient. Et puis j'ai vu les jours avancer, les semaines avancer, aucune réaction. Quand je dis aucune réaction, c'est pas vrai. Il y a eu des médecins qui ont fait laissé les médecins prescrire, etc. Il y a eu des révoltes, des pages blanches dans les journaux, etc. Mais tout a été étouffé au niveau médiatique. Et ceux qui insistaient trop, on leur faisait des ennuis. Moi, j'ai eu une amie qui a vu descendre de police chez elle, devant ses 3 enfants, à 6 heures du matin. On prend tout le matériel. Mais ce qui m'étonne fortement, c'est le Conseil de l'ordre qui s'est aplati. Mais ce qui est très intéressant, en Belgique, le vice-président du Conseil national de l'ordre, il s'appelle Boxo, Philippe Boxo, je crois, il est professeur de déontologie médicale à l'université de Liège. Et il avait fait une interview avec le journal de la Libre Belgique, qui est un gros journal belge, et dans lequel il disait ce plan vaccinal, ça pue le totalitarisme. Et c'est une des personnes qui était attaquée par le Conseil de l'ordre qui a sorti ça devant les gens du Conseil de l'ordre, qui n'avaient pas connaissance de cette interview. Et un mois après, le Boxo quittait le Conseil de l'ordre. Je crois qu'on l'a un peu poussé vers la sortie. Moi, j'ai commencé à comprendre la position du Conseil de l'ordre quand j'ai vu le rapport de la Cour des comptes sur les finances des Conseils de l'ordre. Il y a un trafic d'argent là, il y a quelques présidents du Conseil de l'ordre qui se sucrent sur l'argent normalement réservé aux médecins en difficulté ou aux familles de médecins en difficulté et qui se payaient largement alors que normalement leur fonction est gratuite. Donc je pense qu'il y en a énormément qui ont des casseroles. Et on peut toujours leur dire, si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, on sort vos casseroles. Les gens se sont fait vacciner avec leur consentement éclairé. Mais quelles sont les informations qui lui auraient été données avant l'injection anti-Covid? Le consentement ne pouvait même pas être éclairé, puisqu'on ne leur avait même pas raconté la vérité sur le vaccin. On disait le vaccin n'est pas plus dangereux que celui de la grippe. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, puisque moi, je me suis finalement fait vacciner. J'étais très très méfiant. Mais finalement, je voyais que, à la télévision, en tout cas, ils continuaient à dire que tout allait bien. Donc, j'ai été regarder la littérature, et dans la littérature, ils disent 95% d'efficacité, et c'est sûr, comme les autres vaccins viraux. Ça veut dire comme le vaccin de la grippe. Je me suis dit, bon, ben, ça vaut la peine, puisque je devais retourner en Belgique, ça vaut la peine que ça fasse. Je me suis fait vacciner, et puis au deuxième vaccin, je me suis trouvé, j'ai vieilli 10 ans, 15 jours. Vraiment, je me traînais, je n'arrivais plus à monter du fond de mon jardin jusqu'à ma maison, qui est une petite pente pas très importante. Je devais m'arrêter, pas par essoufflement, par épuisement musculaire. Et ça a duré au moins 3 mois, et je dirais encore maintenant, j'ai des troubles de l'équilibre depuis ce moment-là, qui sont toujours pas... Enfin, et c'est à ce moment-là, parce que moi, après le discours de Macron et à voir tous les médecins qui s'étaient aplatis, j'ai dit, bon, je tourne la page, je ne veux plus entendre parler de ce problème-là, et je n'ai plus écouté du tout les nouvelles. Et donc, c'est ça. Après le deuxième vaccin, je me suis dit, non, là, on me raconte des blagues. Et puis je suis tombé sur ma sœur qui est infirmière et qui habite en Belgique, qui a une grosse famille, et elle m'a dit, oui, mais tu sais, ton neveu, 40 ans, il a fait une rupture spontanée de l'artère pancréatique. Jamais entendu ce diagnostic de toute ma carrière. Il a perdu la moitié de son sang, hein, si on ne l'avait pas retransfusé en urgence, et fait une embolie de son artère pancréatique, il était mort, le type, hein. Sa sœur faisait plus d'asthme depuis 10 ans, elle se fait vacciner, elle fait de l'asthme. 2 enfants d'amis de ma sœur, un gars de 18 ans, il fait une myocardite.
La fille, d'autre part, elle fait un bloc auriculo-ventriculaire au milieu de la nuit. On a dû lui mettre un pacemaker. Elle avait 15 ans. Je n'ai jamais entendu qu'on passait... Ça se trouve, mais ce sont des raretés. Mais moi, j'ai jamais dû mettre un pacemaker à un enfant de 15 ans. Deux de mes ex-belles-sœurs, elles font un AVC dans les 15 jours qui suivent une amie de ma sœur fait une phlébite. Il y en a un autre qui fait une embolie pulmonaire. J'ai dit non, non, non. Je n'ai jamais vu ça avec le vaccin de la grippe. Et cependant, j'ai fait de la médecine générale, donc j'étais au courant des effets secondaires des vaccins. On nous ment. J'étais convaincu qu'on nous mentait à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon enquête. Alors là, je me suis vraiment impliqué dans l'affaire. C'est-à-dire, j'étais devant mon ordinateur, 8 à 10 heures par jour. Je dis, je n'ai plus travaillé intellectuellement comme ça depuis mes périodes de blocus. On appelle ça le blocus avant les examens, quand on fait ses études. Mais vraiment du travail très intense pour essayer de trouver une autre voie que la voie qui me mentait, manifestement. Et je suis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait une corruption complète du discours scientifique officiel. Donc c'est pas là que j'allais trouver la vérité. Et rapidement, je suis tombé sur des confrères qui étaient des gens qui avaient la même spécialité de moi, qui étaient des internistes cardiologues. Il y avait un qui s'appelle Fleming, qui était un type brillant, qui d'habitude parle dans un podium devant 3000 cardiologues. Et là, il parlait. Pendant 2 heures, il faisait une conférence dans une salle paroissiale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ce type fait dans une salle paroissiale? Et en fait, j'ai pris conscience seulement à ce moment-là qu'il était censuré, qu'il n'a pratiquement plus droit à la parole publique. Depuis ta prise de position contraire à la doxa, quelle a été la réaction de ton entourage intime et professionnel? J'ai un frère, 2 frères qui m'ont dit que non, on n'a pas envie d'entendre parler, ça c'est ce qu'on entend souvent. J'ai aussi des généralistes avec qui j'avais vraiment collaboré de près, et je leur ai dit, je voudrais bien que on se connaît bien, est-ce qu'on ne pourrait pas aborder le problème sereinement entre nous? Ils ont refusé la confrontation. Donc c'est vraiment, il y a un malaise, et chaque fois que j'interroge des médecins qui sont dans l'active, je dis, mais comment ça se passe avec vos confrères? Ah, on ne parle de rien. Donc il y a un silence complet. Les médecins se sont faits, les médecins généralistes. Moi, j'ai pensé très souvent à eux. Je me dis, j'aurais été généraliste. Je me serais trouvé à une situation où je devais rentrer de l'argent pour payer ma maison, pour payer les études de mes enfants, pour payer ma bouffe. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Alors j'aurais peut-être aussi marché comme ils l'ont fait dans le discours officiel en disant aussi « Allez, vaccinez-vous, vaccinez-vous ». Mais je pense que j'aurais vacciné des gens en insistant. Et puis j'aurais appris qu'il y en avait un qui était mort, qu'il y en avait un qui avait fait un AVC à l'âge de 35 ans, un qui avait fait une embolie pulmonaire sans aucun facteur de risque. J'en aurais été malade. Moi j'en aurais été malade. Et je pense qu'il y en a qui n'osent plus même faire ce raisonnement. Il y a un système de négation de la réalité. On ne veut pas voir la réalité parce que c'est trop dur à encaisser. Le système médical a perdu la confiance du peuple. Ça, pour moi, c'est clair. Mais ça, à partir du moment où on a marché sur les lois de l'éthique médicale, on a marché sur la confiance que le médecin... C'est fondamental. Quand on fait de la médecine générale, les spécialistes ne se rendent pas compte de ça. Mais quand on fait de la médecine générale, on se rend compte à quel point le médecin, comme disait Balint, est le premier médicament. Mais je n'étais plus en active. Donc, quelque part, j'avais un rôle facile. Je peux critiquer, mais je ne me trouve pas devant les difficultés des généralistes qui se disent « Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le vacciner, pas le revacciner ?» J'aurais pas voulu être à leur place. Jean, qu'est-ce qui t'a le plus choqué sur la gestion du président Macron et de son gouvernement sur l'épidémie du Covid-19, appelée crise sanitaire? Ce qui est pour moi le scandale des scandales, c'est d'avoir interdit aux médecins généralistes de prescrire selon leur conscience et leurs compétences. Au tout début de la crise, avant le discours de Macron, déjà, il y avait eu dans les journal médical et le journal du médecin et le quotidien du médecin des généralistes qui racontaient qu'ils avaient eu des pneumonies à Covid et qu'elles avaient très bien répondu à l'azithromycine. C'est le premier réflexe que j'aurais eu. Moi, on avait des pneumonies virales, on donnait ou de la vibramycine ou de l'azithromycine. Ça fonctionnait, on ne savait pas pourquoi, parce que c'est un antibiotique, normalement ça n'agit pas sur les virus. Mais ça donne bien. Donc,
alors qu'il y avait déjà des exemples où les gens avaient des très bons résultats, on leur a dit, vous ne pouvez pas utiliser. Ensuite, il y a eu l'histoire de l'ivermectine. Il y a eu une épidémie de gale dans un EHPAD de Seine-et-Marne. On a traité tous les malades, tous les pensionnaires et tout le personnel avec de l'ivermectine. Et puis la vague de Covid est arrivée, tous les autres EHPAD ont été contaminés, sauf celui-là. Eh bien, ils ont tous les deux publié leur histoire. On leur a interdit d'utiliser. Enfin, on est dans une situation où tout le monde se dit, c'est un virus qu'on ne connaît pas, on en a peur, et des gens les plus compétents et qui arrivent avec des solutions, en disant c'est même impressionnant, un EHPAD qui ne fait pas de Covid alors que tous les autres EHPAD en font. Donc on avait un traitement manifestement efficace et on a étouffé le truc. Et maintenant on se trouve 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard et on voit des études qui sortent au Brésil, 200 000 personnes qui sont traitées préventivement, ça diminue de 82% le risque de faire un Covid. On voit maintenant avec la vitamine D, le fait de donner simplement de la vitamine D, ça coûte rien la vitamine D. Si on avait dit dans tous les EHPAD, on donne de la vitamine D à toutes les personnes âgées, on aurait diminué de moitié le nombre de décès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a interdit de prescrire, donc ce sont les politiques qui sont responsables de la mort moi je pense que c'est 2/3 des décès qu'il y a eu dus au Covid. Donc, 2/3. Pour moi, c'est criminel. C'est criminel et il faut le dire tout haut. Voilà. Quelle image de ta personnalité voudrais-tu que l'on garde de toi? L'image que je voudrais bien laisser, c'est d'un esprit libre qui ne s'est pas laissé emprisonner par des intérêts financiers ou des choses comme ça. Moi, j'ai perdu tout mon argent quand j'ai quitté la Belgique et je trouve que c'est une chance. Finalement, j'ai vu qu'il fallait vraiment pas grand-chose pour vivre et que plus on avait d'argent, plus on était lié par des tas de choses. Et je vois que beaucoup de mes confrères ont été finalement empêtrés dans des trucs de conflits d'intérêts qu'on n'ose pas dire, et alors on ferme sa gueule. On n'a plus la liberté de parole. Moi, je me sens complètement libre. Je peux dire ce que je pense, et ce que je pense, c'est une attitude criminelle, et les firmes pharmaceutiques, leur activité, c'est une activité mafieuse. Je pense au professeur Luc Montagnier. Que penses-tu de ces prises de position qui lui ont valu le mépris des médias et du gouvernement sur son statut de prix Nobel de médecine? Je n'ai pas suivi de très près son combat, mais il a dit des choses qui étaient tout à fait logiques, et comme il était un spécialiste du virus du sida, il a dit on retrouve des séquences génétiques du sida dans le SARS-CoV-2, est-ce que ce serait pas du bricolage C'était en tout cas une hypothèse qu'il fallait analyser très sérieusement. Et au lieu de l'analyser très sérieusement et de faire du débat contradictoire de niveau scientifique, on a déchaîné la presse contre lui, donc c'est des attaques ad hominem. On l'a présenté comme un gâteux, alors que ce type a un esprit brillant et fonctionnait encore cérébralement parfaitement à son âge. Il avait une carrière merveilleuse derrière lui. On l'a détruit par des moyens de mafia, quoi. On lance les chiens de la presse dessus, et je pense que tout ce qu'il a dit probablement apparaîtra comme dans la réalité. On vient maintenant d'apprendre que les Chinois utilisent avec succès un médicament contre les rétrovirus, donc contre le virus du sida, pour traiter le SARS-CoV-2. Donc c'est probablement parce que ce médicament reconnaît ces fameux sites qu'il avait décelés, lui. Comment sont financés les journaux médicaux qui font la pluie et le beau temps sur les traitements médicamenteux? Les journaux médicaux sont aussi très fort soutenus par les firmes pharmaceutiques. Donc le patron du Lancet, c'est il s'appelle Richard Horton. Mais Richard Horton, il a fait un article, et je crois même qu'il a écrit un bouquin, pour expliquer que probablement la moitié des essais cliniques qui étaient publiés dans ces choses étaient trafiqués. Donc on ne pouvait pas leur faire confiance. Le patron d'une des plus grosses revues médicales dans lequel, en principe, on donne la vérité scientifique, vous dit, ne vous fiez pas à ce qui est écrit.
Mais derrière ça, il y a des financiers, et il y a des gens qui disent, ah ben écoutez, si vous ne mettez pas, passez pas cet article, nous on vous coupe les vivres. Et donc tout le monde vit avec l'argent de Big Pharma. Big Pharma, il faut bien se rendre compte, cet argent d'où il vient d'où? Il vient de la sécurité sociale. Hein. Ils ont trouvé une pompe aspirante sur l'argent public. Jean, à ton point de vue, le complotisme, c'est quoi? Mais je crois que le complotisme, c'est un mot qui a été utilisé pour faire peur. Il faut bien savoir que déjà pendant la guerre, on appelait les complotistes des gens qui sont devenus des résistants et finalement c'était des sauveurs de l'humanité. Oui, un peu comme communistes, quoi, des terroristes, etc. Donc le complotiste, c'était l'ennemi. Mais si on regarde bien ce que veut dire le mot complotiste, il y a deux sortes de complotistes. Il y a le complotiste psychiatrique, ça c'est l'injure, vous êtes un paranoïaque, un débile mental. Et puis, il y a le complotisme, moi je l'appelle rationnel, qui est simplement, je crois à la théorie du complot, je crois qu'il y a un complot, et donc je veux que les gens sachent qu'on fait quelque chose en secret qui va leur nuire. Il n'y a plus personne au niveau des États qui défend le bien public. Et donc, moi, je dis, il faut dire, il y a un complot contre la démocratie. Mais je le pense vraiment très grave. Je pense qu'on n'est pas loin de virer dans un système totalitaire comme la Chine. Je pense que tout est mis en place. Et cette histoire de plan pandémie, ils utilisent beaucoup l'OMS, parce que l'OMS est la seule institution supranationale qui a un réel pouvoir légal sur tous les États. Et si l'OMS décrète qu'il y a une pandémie, et qui décrète qu'il faut mettre tout le monde en quarantaine ou je ne sais quoi, le monde entier est théoriquement obligé de les suivre. Oui, tout le monde occidental est obligé. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de co-signataires de l'OMS. Hein. C'est un des seuls gouvernements qui avait un pouvoir supranational. C'est pas pour rien que Bill Gates l'a complètement parasité. Il sait que c'est potentiellement un grand pouvoir, là. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut dire qu'on est complotiste. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de ce mot-là. Donc, on est des complotistes rationnels. On n'est pas des complotistes paranoïaques. Voilà. Merci, Jean. Merci à toi.